Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc pour ce hors-série un peu particulier, nous allons parler de Hitler et de sa façon de voir les députés au Parlement. Donc ce hors-série a un lien direct avec la vidéo 70 où nous voyons que Hitler est content que les députés nazis soient plus d'une centaine, mais qu'il dit que ce n'est pas encore la victoire et que c'est juste une façon de combattre le système. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir que dans Mein Kampf, il parle beaucoup des députés et je vais vous citer quelques passages. Je ne l'ai pas fait dans la vidéo 70 parce qu'elle était déjà très longue. Donc tous les extraits sont pris de Mein Kampf. Donc encore une fois, Hitler a dit dès le début comment il voyait le monde et malheur à ceux qui ne l'ont pas cru. Lorsque n'ayant pas encore 20 ans, j'entrai pour la première fois dans le palais du Phrasenring pour assister à une séance de la Chambre des députés. Je fus empoigné par le plus vif sentiment de répulsion. Je détestais déjà le Parlement, mais non pas tout à fait en tant qu'institution. Au contraire, mes tendances libérales ne me permettaient pas d'envisager un autre monde de gouvernement. La pensée d'une quelconque dictature m'aurait apparu rapprochée de mon attitude vis-à-vis de la maison des Habsbourg comme un crime contre la liberté et contre toute raison. Donc là, Hitler se dit entre guillemets normal. Pour lui, le Parlement a toutes les raisons d'exister. Il est contre une dictature, mais il est déçu en allant écouter les parlementaires. Et il dit aussi par la suite qu'il est en réelle admiration devant le Parlement anglais. Donc, je ne vais pas tout citer Mein Kampf, je vais sauter quelques passages. Et justement, donc, dans le passage que je saute, il parle du Parlement anglais, comme quoi il est admiratif. Donc, il est en réelle admiration. Et sa façon de voir est due aux journaux qui parlent justement du Parlement anglais. Donc, il rajoute « Mais il me fallut bien peu de temps pour me révolter en présence du lamentable spectacle qui se déroulait sous mes yeux. Quelques centaines de représentants du peuple étaient présents, qui avaient justement à trancher une question économique importante. Cette journée me suffit à faire provision de réflexion pour plusieurs semaines. La valeur intellectuelle des discours restait à un niveau bien bas, pour autant d'ailleurs qu'on pouvait les suivre, car quelques-uns de ces messieurs ne parlaient pas allemand, mais le slave, leur langue maternelle, ou même un dialecte. J'avais l'occasion d'entendre de mes propres oreilles ce que je ne savais jusqu'alors que par les journaux. Une masse grouillante de gens gesticulant, s'interpellant l'un l'autre sur tous les sujets, et dominant le tout. Un lamentable vieux bonhomme, tout en âge, agitant violemment sa sonnette, et s'efforçant tantôt, par des appels au calme, tantôt par des exhortations, de ramener, dans le ton, un peu de la dignité parlementaire. Je ne pus m'empêcher de rire. Donc là encore une fois, Hitler parle que certains parlementaires parlent slave, ce qui est un peu logique, parce que nous parlons de l'Empire autrichien d'avant 1914. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, cela représente aussi certains pays n'ayant pas du dialecte allemand dans leur langue maternelle. Donc je continue. Je revins quelques semaines plus tard, le spectacle était changé, à en être méconnaissable. La salle était complètement vide, on y dormait. Quelques députés étaient assis à leur place et se regardaient en bâillant. L'un d'eux discourait, un vice-président était présent et considérait la salle d'un air visiblement ennuyeux. Donc vous pouvez le voir que en quasiment 100 ans, et quel que soit le pays, pour les députés c'est toujours la même chose. Ça gesticule et ça râle et ça dort à d'autres moments. Donc après je vais passer encore un texte. Donc là dans le texte Hitler parle qu'il y va souvent voir les députés parler et qu'il les écoute, mais en même temps il observe leur visage et leur façon de faire. Qu'il est révolté parce qu'il n'y a pas une majorité d'Allemands au Parlement et qu'il faudrait justement une majorité d'Allemands. Donc quand il parle d'Allemand, il parle d'Autrichien germanique. Et par la suite, il dit aussi qu'il est reconnaissant d'avoir pu voir les parlementaires autrichiens avant d'aller en Allemagne, parce qu'il se dit que s'il avait été en Allemagne sans voir les parlementaires autrichiens, il aurait suivi un mouvement à Berlin sans se poser de questions. Donc il rajoute « En Autriche, il n'y avait pas à craindre de tomber aussi facilement d'une erreur à l'autre. Si le Parlement ne valait rien,
les Habsbourg ne valaient sûrement pas mieux, et peut-être encore moins. La question restait entière. Alors quoi? Supprimer le Reichsreich, c'était ne laisser comme puissance gouvernante que la maison de Habsbourg. Idée tout à fait inadmissible, surtout pour moi. Donc encore une fois, Hitler nous dit qu'il est contre une dictature ou qu'un empereur gouverne seul. Pour lui, les Habsbourg ne valent rien. C'est un des prétextes qu'il donnera aussi quand il expliquera pourquoi il a quitté l'Autriche et qu'il ne s'est pas battu pour l'Autriche et qu'il s'est engagé dans l'armée bavaroise. C'est parce qu'il ne respectait pas son gouvernement et son empereur. Donc je poursuis. La difficulté de résoudre ce cas particulier me conduisit à m'adonner plus complètement à ce problème. Ce que je n'aurais certainement pas fait sans cela, jeune comme je l'étais. Ce qui en premier lieu me donna à réfléchir fut l'absence évidente de toute responsabilité à la charge de qui que ce soit. Le Parlement prend une décision. Quelque catastrophique qu'en puissent être les conséquences, personne n'en porte la responsabilité. Personne ne peut être appelé à rendre des comptes. Car est-ce prendre une responsabilité quelconque lorsqu'après un désastre sans pareil, le gouvernement coupable se retire ou que la majorité change, ou que le Parlement est dissous? Une majorité vacillante d'individus peut-elle jamais être rendue responsable? L'idée de responsabilité a-t-elle un sens si elle n'est pas encourue par une personne déterminée? Peut-on pratiquement rendre un chef du gouvernement responsable d'actes dont l'origine et l'accomplissement incombent à la volonté, à l'inclination d'une multitude d'individus? Donc là encore une fois, Hitler se pose des questions sur la responsabilité de chacun, si une mauvaise décision est prise, qui est le responsable. Donc là, il commence à remettre en cause le Parlement. Donc ensuite, il continue de parler des députés dont personne ne vole plus haut les uns que les autres. Donc il poursuit. Il aura un jour à faire place à un esprit tout aussi éminent, car c'est encore là un signe de cette sorte de décadence, que le nombre des hommes d'État éminents augmente dans la mesure où dégringole la taille de chacun d'eux, et cette taille diminue encore elle-même en proportion étroite avec la petitesse d'esprit des majorités parlementaires. On comprend en effet fort bien, d'une part que les esprits de valeur refusent de devenir les humbles clercs de honteux et impuissants bavards, et d'autre part que les représentants de la majorité, c'est-à-dire de la sottise, ne haïssent rien plus violemment qu'un homme supérieur. Une chambre de députés médiocre éprouve toujours une grande consolation à se savoir menée par un chef dont la valeur est au niveau de la sienne. Chacun a ainsi la satisfaction de pouvoir de temps en temps faire briller son esprit et surtout de se dire « puisque Pierre peut être le patron, pourquoi pas Paul un jour ?» Mais au fin fond de cette belle invention de la démocratie, on peut observer un phénomène qui se manifeste scandaleusement de nos jours, avec une intensité croissante. C'est la lâcheté d'une grande partie de nos prétendus dirigeants. Quelle chance pour eux, lorsqu'ils ont à prendre des décisions de quelque importance, de pouvoir s'abriter sous le parapluie d'une majorité. Il suffit d'avoir vu une seule fois un de ces larrons de la politique mendier avec inquiétude avant chacune de ces décisions l'approbation de la majorité, s'assurer ainsi les complices nécessaires et pouvoir se laver les mains de toute responsabilité. Celui qui se refuse à prendre personnellement la responsabilité de ses actes et qui cherche au contraire à toujours se couvrir n'est qu'un misérable et un lâche. Car il y a une chose que l'on ne doit pas, que l'on n'a pas le droit d'oublier. La majorité ne peut jamais remplacer un homme. Elle représente toujours non seulement les sots, mais encore les lâches. Et aussi vrai que sans cervelle creuse ne peuvent valoir un sage. De 100 couards, on ne tirera jamais une résolution héroïque. Et il rajoute, il en est de même, et bien plus encore, du véritable chef. Quand enfin le destin appelle un homme digne de ce nom à occuper cette place, sitôt le chef rébellé, il se constitue aussitôt contre lui un barrage rigoureux. Surtout, si la forte tête qui se permet de vouloir pénétrer dans une société aussi relevée n'est pas sortie de ses rangs. Ces messieurs tiennent essentiellement à n'être là qu'entre eux. Donc là, encore une fois, Hitler parle en gros de lui, parce que comme il n'est pas des milieux aisés et qu'il commence à prendre de l'importance, il se dit que des barrages pourraient être formés contre lui. Donc après, il continue de parler des parlementaires qu'il observe, et ensuite il parle aussi des journalistes du journal, qui dit que justement, la propagande des journaux monte les gens à croire en ce système, et que justement, il est étonné de voir la puissance qu'a les médias, et que c'est justement l'arme la plus puissante de l'État, pour créer une opinion déterminée.
Donc il dit pour le journal: en quelques jours, la presse sait d'un ridicule petit détail faire une affaire d'État de grosse importance, et inversement. En aussi peu de temps, elle fait tomber dans l'oubli des problèmes vitaux, jusqu'à les rayer complètement de la pensée et du souvenir du peuple. C'est ainsi que l'on parvenait en quelques semaines à sortir de façon magique certains noms du néant, à y attacher par une large publicité des espérances inouïes, à leur créer enfin une popularité telle qu'un homme de véritable valeur ne peut de sa vie en espérer autant. Des noms qu'un mois auparavant personne n'avait entendu prononcer étaient lancés partout, alors qu'au même moment, des faits anciens et bien connus relatifs à la vie de l'État ou à la vie publique étaient enterrés. Donc après il insiste sur le caractère juif des journaux et que c'est des journaux de voyous. Donc il rajoute: il n'est rien dont ne soient capables ces chevaliers d'industrie de la pensée, pour en venir à leurs fins odieuses. Ils vont jusqu'à s'introduire dans les affaires de famille les plus secrètes. Ils fuient jusqu'à ce que leur instinct de chercheur de truffes leur ait fait trouver quelque pitoyable événement, capable de porter le coup de grâce à leurs malheureuses victimes. S'ils ne trouvent absolument rien, malgré leur flair, ni dans la vie publique ni dans la vie privée, les gaillards ont simplement recours à la calomnie, fermement persuadés que quelque chose en restera malgré de multitudes rétractations. Mais encore que lorsque l'écho aux 100 bouches aura fait son œuvre, dans quelques journaux complices, toutes les révoltes de la victime resteront le plus souvent sans effet. Dieu nous en garde. Lorsqu'un de ces rôdeurs de barrières entreprend ses chers concitoyens d'aussi fourbe façon, il s'entoure comme un poulpe de son nuage d'encre. De belles phrases, pleines de loyauté et d'onction, il se répand en protestation sur les obligations du journaliste. Ou, en d'aussi piètres mensonges, il va même plus loin dans les réunions et dans les congrès où ce fléau sévit avec la plus grande intensité. Alors il radote sur une forme toute particulière de l'honneur journalistique. Voilà la bande qui fabrique l'opinion publique, d'où naîtront ensuite les parlementaires. Donc encore une fois, vous pouvez voir qu'en 100 ans aussi, cela n'a pas changé, parce que c'est les médias qui décident de l'opinion publique. Et comme c'est dit, même si quelqu'un est innocent et qu'on l'accuse, les journalistes vont parler que de cette chose. Donc, dans l'esprit des gens, la personne va être coupable. Et même si après la personne est innocentée, les journalistes vont tellement peu en parler que, dans l'esprit des gens, il va rester la première information comme quoi la personne est coupable. Donc, encore une fois, c'est intéressant de noter qu'il y a 100 ans, les choses étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Donc il revient à parler des parlementaires et il rajoute: le caractère le plus remarquable du parlementarisme est le suivant. On élit un certain nombre d'hommes, ou de femmes aussi, depuis quelque temps, mettons 500, et désormais il leur incombe de prendre en toute chose la décision définitive. Ces 500 représentants du peuple, de professions et d'aptitudes diverses, forment un assemblage hétéroclite et bien souvent lamentable. Car ne croyez nullement que ces élus de la nation sont en même temps des élus de l'esprit ou de la raison. On ne prétendra pas, j'espère, que les hommes d'État naissent par centaines des bulletins de vote d'électeurs, qui sont tous plutôt intelligents. On ne saurait assez s'élever contre l'idée absurde que le génie pourrait être le fruit du suffrage universel. D'abord, une nation ne donne un véritable homme d'État qu'au jour béni, et non pas 100 et plus d'un seul coup. Ensuite, la masse est instinctivement hostile à tout génie éminent. On a plus de chances de voir un chameau passer par le trou d'une aiguille que de découvrir un grand homme sur le moyen d'une élection. Tout ce qui a été réalisé d'extraordinaire depuis que le monde est monde l'a été par des actions individuelles. Cependant, 500 personnes de valeur prennent des décisions relatives aux questions les plus importantes de la nation et instituent des gouvernements qui doivent ensuite, avant de résoudre chaque question particulière, se mettre d'accord avec l'auguste assemblée. La politique est donc faite par les 500. Donc là aussi, ce sera un peu la politique d'Hitler par la suite. Vous voyez que le fait qu'il y ait plein de monde, ça le dérange, parce que, en gros, pour lui, c'est mieux de mettre un génie que 500, entre guillemets, débiles. Et c'est ce qu'il fera, parce que, comme vous l'avez pu déjà le constater, par exemple, Göring a énormément de titres. Et pour beaucoup de personnes qui entourent Hitler, ce sera la même chose. Dès que Hitler constate que la personne a du talent, il va la mettre dans d'autres domaines. Bon, des fois il se trompe, des fois la personne ne peut avoir du talent et dans l'autre domaine va complètement s'effondrer.
Et par contre, dans d'autres cas, la personne va exceller dans tous les domaines. Mais généralement, Hitler va essayer de mettre une personne qui correspond au poste dont il a besoin. C'est un peu aussi la technique d'Himmler, mais nous y reviendrons par la suite. Donc je continue. Et il en est de même pour toutes les questions. C'est toujours une majorité d'impuissants et d'ignorants qui fait pencher la balance. Étant donné que la composition de l'Assemblée ne varie pas, alors que les problèmes à traiter touchent à tous les domaines de la vie publique. Cela devrait supposer un continuel roulement des députés, appelés à en discuter et à en décider. Car il est impossible de laisser les mêmes gens traiter par exemple une question d'intérêts commerciaux et une question de politique générale. Il faudrait qu'ils fussent tous les génies universels, comme ils s'en révèlent, un en plusieurs siècles. Au contraire, certains députés prennent des positions sur des questions qui leur échappent, affaiblissant peu à peu leur caractère. Car pas un n'aura le courage de déclarer « Messieurs, je crois que nous ne comprenons rien à cette affaire, tout au moins en ce qui me concerne. D'ailleurs, cela n'y changerait rien. D'abord parce que cette droiture demeurerait incomprise, ensuite parce qu'on serait bien empêché, l'honnête bourrique, de gâcher ainsi le métier. Qui connaît les hommes comprendra que dans une aussi illustre société, chacun ne tient pas à être le plus bête. Ainsi, un député qui aura commencé par être à peu près honnête, s'engagera nécessairement dans la voie du mensonge et de la tromperie. La certitude même que l'abstention d'un seul ne changera rien à rien, tue tout sentiment d'honnêteté qui pourra encore subsister chez l'un ou chez l'autre. Finalement, chacun se persuade que personnellement, il n'est pas, il s'en faut, le plus incapable du lot, et que sa collaboration évite encore un mal plus grand. On objectera sans doute que s'il est vrai que chaque député en particulier ne possède pas une compétence s'étendant à toutes les questions, du moins il vote avec son parti qui guide ses actes politiques. Or le parti a ses comités qui sont éclairés de manière plus que suffisante par des experts. L'argument paraît valable au premier abord. Mais alors une autre question se pose. Pourquoi élit-on 500 personnes quand quelques-unes seulement ont assez de sagesse et de savoir pour prendre position sur les sujets les plus importants? Oui, c'est précisément là le fond de la question. Notre parlementarisme démocratique actuel ne cherche nullement à recruter une assemblée de sages, mais bien plutôt à rassembler une troupe de zéro intellectuels, dont la conduite, dans une direction déterminée, sera d'autant plus facile que chaque élément est en plus borné. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut faire une politique de parti, dans le mauvais sens actuel de cette expression. Mais c'est aussi le seul moyen à employer pour que celui qui tire les ficelles puisse rester prudemment en arrière, sans être jamais amené à prendre de responsabilités. De la sorte, toute décision néfaste au pays ne sera pas mise sur le compte d'un coquin connu de chacun, mais sur les épaules de tout un parti. Et justement, de là il rebondit à ce que une vraie démocratie, c'est de mettre le meilleur au pouvoir, et que ce n'est pas des ignobles arrivistes ou qu'un embusqué puisse prendre le pouvoir par des voies détournées et gouverner ses concitoyens. Et il rajoute que si justement un pareil individu arrive à se faufiler au pouvoir, il sera démasqué facilement. Et il rajoute que le régime parlementaire fut une des causes principales de l'affaiblissement du vieil État habsbourgeois. Et ensuite, si on continue à lire Mein Kampf, il enchaîne sur l'effondrement moral des Habsbourg tout au long des dernières années. Donc voilà, j'espère que cela a été clair. À lire c'est clair, à écouter je ne sais pas si c'est la même chose. Mais ce qui est sûr, c'est que si les députés de la République de Weimar avaient lu Mein Kampf, ils seraient au fait de ce que pense Hitler de leur statut de député, et il lui aurait peut-être mis un peu plus de bâton dans les roues. Bien qu'il en ait eu, mais pas assez. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.